Vous avez déjà sauté en parachute? Non, mais je peux essayer. Qu'est-ce que vous déconnez là? Je peux essayer, elle va se péter les deux jambes en plus. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nihonko TV pour cette nouvelle vidéo que vous m'avez demandé majoritairement sur le dernier sondage qu'on a fait ensemble. Et vous m'avez un peu étonné parce que j'avoue que je m'attendais à ce que vous choisissiez la Zizanie, un de Funès, parce que du coup ce sont les vidéos en général le plus demandées sur ma chaîne, mais faut croire que non. Mais vu que c'est vous qui faites le programme, en tout cas dans la mesure du possible, aujourd'hui on parlera de l'As des As. Allez, assez joué. Juif vous êtes. Juif vous avez l'air. Mais dites-moi, cher ami, vous n'êtes pas prêt? Faut mettre l'adjectif à la fin, au début. Vous autres les Français, vous donnez toujours les leçons, hein? On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Quel genre de type je suis d'après toi? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi un aventurier? D'Artagnan, Zorro. Et un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements. Alors d'accord, je suis un aventurier. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Un aventurier, c'est pas un papa. Tu comprends? Ne te fatigue pas, arrête. Je suis boxeur dans le civil. Vous êtes comme ces coqs qui vous représentent. L'animal le plus stupide, le plus vaniteux. Parce que 38 millions de mecs font la même connerie, c'est pas une connerie. Je t'explique simplement. Comme à un homme, comme à un pote, comme à un copain. Pourquoi moi j'ai jamais eu de mots. On a parlé brièvement de la carrière de Gérard Houry dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la soif de l'or. En tout cas, cette deuxième partie de carrière de Gérard Houry moins glorieuse. Mis à part l'As des As, qui est une exception qui confirme la règle, toute cette période post-75 où Gérard Houry a cherché à trouver la relève, en tout cas à l'écran, de son acteur fétiche qu'était Louis de Funès. En ayant essayé Pierre Richard par 2 fois, en essayant un petit peu plus tard Coluche, en tout cas, il essayait de trouver la relève et il changeait pour essayer de trouver l'acteur le plus adapté à son cinéma. Et en Jean-Paul Belmondo, qu'il avait déjà fait travailler dans Le Cerveau avec Bourvil, je pense qu'il l'a trouvé. Et comme l'As des As, c'est sans doute le film le plus personnel pour Gérard Houry, je vais vous proposer dans une première partie de revenir sur la jeunesse de Gérard Houry et en quoi sa vie, ou la première partie de sa vie, a fortement influencé l'écriture de l'As des As. Puis nous reviendrons du coup sur le process d'écriture de l'As des As, le tournage, et on se retrouvera physiquement ici, à la fin de la vidéo, pour une critique personnelle, comme d'habitude. Si le programme vous convient, pensez en cours de vidéo, à ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Je sais, je me répète, il y en a qui commencent à râler, comme quoi je me répète un petit peu trop. Mais c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement sur YouTube. Pour qu'une vidéo puisse avoir une chance sur 1 million de fonctionner, il faut qu'elle soit likée, partagée, commentée et abonnée. Tout ça en même temps, tous ensemble, et je vous invite à le faire, hop, dès maintenant. En tout cas, c'est gentil, à vous de prendre une seconde pour le faire. Et si vous savez pas quoi dire dans les commentaires, un simple « Bijour, coco, c'est non !» ou bien encore « Coucou, c'est moi !» Oh merde sont suffisants. Merci à vous. On est parti pour l'As des As de Gérard Houry. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Bon, bonsoir bonhomme. Toi tu vas dormir chez Michelot, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi. Pardon. Gérard Houry est né le 29 avril 1919, fils d'un violoniste juif qu'il n'aura que très peu connu, et d'une mère critique d'art au journal Paris Soir, elle-même juive non pratiquante. Et sa mère va directement influencer l'écriture du personnage joué dans l'As des As par Marie-France Pizier, mère de Gérard Houry qui malheureusement est décédée en 1980 au moment où Gérard Houry va entreprendre l'écriture de l'As des As. Sa mère et sa disparition vont influencer l'écriture du film. Gérard Houry obtient son premier rôle au début des années 40, alors qu'il doit fuir en parallèle la zone occupée avec sa compagne de l'époque pour atteindre la zone libre. Ça aussi, ça doit vous rappeler des souvenirs, parce que La Grande Vadrouille, c'est ni plus ni moins la même histoire, avec comme origine, normalement, 2 femmes qui devaient aider les Anglais à passer la frontière, histoire qui va être réécrite sur mesure pour Louis de Funès et Bourvil. Afin de ne pas mettre sa fille en danger, il ne reconnaîtra pas Daniel Thompson immédiatement, étant donné le sort réservé aux Juifs à l'époque. Ce qui va également beaucoup influencer l'écriture de l'As des As, avec cette histoire dans l'Allemagne de 1936, de ce petit garçon juif qu'il faudra sauver. La suite est plus connue. Acteur puis réalisateur de films dramatiques, De Funès va l'encourager à tourner des films plutôt comiques pour le succès que l'on connaît. En 1980, Gérard Houry, comme je le disais tout à l'heure, perd sa mère qu'il aimait énormément, et il entreprend avec Daniel Thompson l'écriture de l'As des As, en partenariat dans la production et l'écriture avec Jean-Paul Belmondo, qui depuis le début des années 70, on en avait parlé dans la vidéo sur Le Magnifique, avait créé sa propre société de production
pour avoir davantage la main sur ses films. La date de sortie du film, ainsi que les droits achetés pour la distribution à l'étranger, ainsi que le nombre de copies distribuées dans les salles françaises, sont définis à l'avance, ainsi qu'un budget 3 fois supérieur à celui de La Grande Vadrouille, qui est alloué pour cette super production. Ce qui va amener Gérard Houry et Daniel Thompson à un énorme stress, parce que plus tu as de budget, plus tu dois faire des entrées. Et Gérard Houry sort de quelques expériences où il faisait moitié moins bien au mieux qu'avant. Déterminé à montrer ses blessures suite à cette guerre qui l'aura obligé à fuir et à vivre en exil, il se servira d'une actualité dramatique, l'attentat de la rue Copernic en 1980, à savoir un attentat à la bombe contre une synagogue afin de montrer d'autant plus qu'on a besoin, dans ces cas-là, de se réunir autour du rire, tout en abordant des sujets sérieux. Qu'est-ce qui se passe ici, Gunther? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je suis malheureux, Joe. Ils sont partout. Pourquoi vous virez pas ce dingue? Ça se voit tout de suite pourtant qu'il est dangereux. Sachant que 2 mois avant la sortie du film en 1982, nouvel attentat cette fois-ci rue des Rosiers, raison de plus pour se réunir autour d'un film, mais sur des sujets profondément ancrés et sérieux, ce qui donne souvent les meilleures comédies. Gérard Houry insufflera à son récit beaucoup de ses souvenirs d'enfance ou d'adolescence, entre autres avec les Jeux Olympiques de 1936. Gérard Houry avait à l'époque 17 ans. Le souvenir de la victoire de Jesse Owens au 100 mètres plat, par exemple, que l'on voit dans le film, sa passion pour les champions de boxe de l'époque, ses héros quand il était enfant, sa fascination réelle pour les premiers aviateurs dont il gardait réellement des vignettes qu'il trouvait dans les tablettes de chocolat. À noter que le père de Gérard Houry, qu'il a très peu connu, voire pas connu, était un aviateur et un constructeur d'avions. Et je pense que cette relation entre le personnage de Joe joué par Bebel et le petit garçon Simon joué par Rachid Ferrache, il y a un petit peu de Gérard Houry là-dedans parce que certes Simon est complètement orphelin alors que Gérard Houry lui n'avait pas connu juste son père, s'adressant à Bebel qui lui dit qu'en tant qu'aventurier et aviateur, il explique pourquoi il n'a jamais eu d'enfant. Je t'explique simplement, comme à un homme, comme à un pote, comme à un copain. Pourquoi moi j'ai jamais eu de mots. Il y a quelque chose de vrai dans cette séquence-là. Emballé par le projet et l'idée de faire rire sur ce sujet sensible, Jean-Paul Belmondo renoncera même à son cachet d'acteur afin de valider le budget déjà généreux et il coproduira donc le film en complément d'Alain Poiré. Le processus d'écriture se poursuit donc avec une documentation sur l'époque et la découverte notamment qu'Hitler avait réellement 2 sœurs, dont l'une s'appelait Angela, qui a réellement été à son service avant de le quitter fâché en 1936, ce qui tombe hyper bien pour les besoins de l'As des As. L'idée viendra même assez rapidement de faire jouer et Hitler et sa sœur Angela par le même acteur pour un effet comique assuré qui fonctionne très bien. Lors de l'écriture, Jean-Paul Belmondo contribuera à l'élaboration de son propre personnage, suggérant notamment que Joe devait aider certes ce petit garçon, mais à reculons, et non pas trop rapidement, afin que cela soit crédible. D'où l'idée de l'obséder dans un premier temps par les Jeux Olympiques et ses boxeurs, ou bien par le détourner dans un premier temps de l'enfant afin de séduire le personnage de Gabriel dans la scène du train, puis dans l'hôtel, avec cet enfant dans les pattes. Attendez. Je connais pas moi ce gosse. Il est rien pour moi. Je suis pas venu en Allemagne pour jouer les bonnes d'enfants. Et c'est très réussi car je trouve que ce sont les séquences les plus sympas du film, à savoir Bebel en tant que séducteur qui essaie du coup de draguer ouvertement le personnage de Gabriel, et qui lui renvoie aussi coup pour coup dans la séduction, c'est très sympa de voir les scènes entre les deux, avec ce petit garçon qui lui demande un autographe, où c'est jamais le bon moment. Par souci de reconstitution historique, outre les centaines de figurants nécessaires dans les rues de Berlin, en réalité tournés à Munich, il demande à la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl de lui permettre d'utiliser des images de son documentaire sur les Jeux Olympiques de 1936, d'où les mélanges assez habiles de vrais et de fausses images en noir et blanc, nous montrant entre autres les exploits de Jesse Owens. Déjà, je trouve que le mélange en noir et blanc puis en sépia de vraies images de l'époque et de fausses images reconstituées, par exemple avec la scène où les colombes perdent leurs plumes au-dessus d'Hitler, c'est pas l'idée la plus fameuse de Gérard Houry, mais du coup c'est du faux, mêlé à du vrai. Tout comme la scène quand elle s'arrête et qu'on retourne en 1936 avec Belmondo qui entraîne les boxeurs dans sa salle, on reste sur un ton un peu sépia, qui reprend un peu sa couleur pour montrer que du coup on reprend dans le film et qui se passait réellement à cette époque-là. Plutôt habile dans la réalisation de Gérard Houry, un point pour lui là-dessus. Mais il faut quand même imaginer la rencontre entre Gérard Houry et celle qui était en quelque sorte la réalisatrice attitrée du Troisième Reich,
celle qu'Hitler avait engagée pour tourner le documentaire, et qui du coup, après 1945, sera complètement rayée de la profession, et que Gérard Houry va devoir aller chercher chez elle pour lui demander d'utiliser ces images tout en lui présentant son film qui véhicule des valeurs contraires à ce qu'elle a, on va dire, entre guillemets, soutenu. Le tournage débute au printemps 1982, durant 14 semaines, et se passe, malgré la pression du résultat, dans une ambiance très joyeuse, Gérard Houry renaissant quasiment de ses cendres au contact de Belmondo, qu'il retrouve sur un plateau 14 ans après leur collaboration sur Le Cerveau. Une relation très forte se noue entre Belmondo, en partie responsable du choix du jeune Rachid Ferrach, car présent également dans le casting, à qui il apprend notamment à conduire. J'ai un souvenir qui est mémorable quand il me dit t'as envie de conduire une Ferrari? Je dis ouais. Et là, il me fout sur ses genoux de la Ferrari et on part sur l'autoroute. Et on est à 200 km/h. Il me dit tu tiens le volant? L'essentiel du tournage se déroule en Autriche et dans les studios de tournage de la ville de Munich, avec entre autres une représentation quasi à l'identique du chalet utilisé réellement par Hitler à l'époque. Cependant, 2 scènes se sont révélées particulièrement stressantes à tourner, voire même dangereuses. La première étant celle de l'avion, durant laquelle Belmondo n'hésite pas, non sans provoquer des frayeurs à Gérard Houry, car ce n'était pas forcément prévu, à s'asseoir sur le rebord ou à se mettre debout dans l'avion pendant qu'il volait, Jean-Paul Belmondo ayant, comme à chaque fois, réalisé ses propres cascades, y compris ce saut impressionnant en parachute. La deuxième scène, qui aurait pu coûter très cher à la production et surtout à l'équipe du film, est celle de la poursuite en voiture, encore une fois impressionnante, qui a failli tourner en drame. Donc c'est le petit garçon de 10 ans qui conduit, qui est supposé conduire la voiture. Et de ce fait, sur des routes enlacées extrêmement dangereuses, moi je suis d'ailleurs ficelé avec la caméra et l'opérateur sur le capot de la voiture, donc Rémi Julienne est installé sur une petite plateforme, sur le côté de la voiture, donc on ne le voit pas, et c'est lui qui doit la piloter. Mais il se trouve, et ça, on pouvait tous vraiment passer l'arme à gauche, là. Moi sur le capot de la voiture, Belmondo qui balançait des roues de secours la roue de secours de la Mercedes sur les poursuivants. De ce fait, au moment où Belmondo est passé à l'arrière de la voiture pour l'action qu'il devait mener, il se trouve que sa manche a changé une petite manette qui était là et qui faisait que la conduite de la voiture passait à Rémi Julienne qui était sur sa plateforme invisible. Et c'est le petit garçon qui l'a conduite et qui a fait que l'accident affreux pouvait coûter la vie à l'opérateur, à moi-même, à Belmondo et aux gosses et d'ailleurs à Rémi Julienne. Jusqu'au moment où Rémi Julienne se détache donc du siège et revient dans la voiture. Ça a pris 20 secondes, mais on était à 80 km/h. Jean-Paul s'en aperçoit pas, lui croit que c'est Rémi Julienne qui conduit. Lorsque le film sort le 27 octobre 1982, le film réalise le meilleur démarrage parisien de toute l'histoire pour un film, soit 72 393 entrées le premier jour, rien que sur Paris, mais malheureusement, le succès commercial à fort potentiel du film sera ralenti par une polémique. En effet, une pétition signée par des critiques vexés de ne pas avoir été conviés par Belmondo et Houry à la première du film dénonce le scandale qu'un autre film tel qu'Une chambre en ville, sorti le même jour et ne bénéficiant pas de la même communication commerciale, ne faisant que 3615 entrées le même premier jour. Il recommande donc dans une tribune de ne pas aller voir L'As des As en salle, un film soi-disant préconçu pour le succès, détournant le public des vrais soi-disant bons films du moment. En gros, les choses n'ont pas tellement changé. Une tribune pareille de la part de journalistes signifierait que vous et moi, que le public n'aurait pas le recul nécessaire pour se dire que je peux aller voir les deux films si j'en ai envie, plutôt que de me laisser soi-disant influencer par les médias. Bref, qu'on avait tous le cerveau complètement lavé et qu'on n'avait pas le libre arbitre de se dire qu'on allait voir le film qu'on voulait. Mais la polémique ne s'arrête pas là. En effet, Jean-Paul Belmondo répondra par tribune interposée, et le nom de cette tribune sera « Lettre ouverte au coupeur de tête ». Bonjour l'ambiance. Belmondo répondra entre autres que quand son film Stavisky est sorti, un film qui n'a fait que 375 000 entrées, il n'a pas accusé James Bond de lui avoir volé ses spectateurs à l'époque. Bref, au final, le film totalisera tout de même un peu moins de 5,5 millions de spectateurs, un résultat juste en dessous de celui du Cerveau, mais un très bon résultat quand même.
Cependant, avec le démarrage éclair et 3 millions de spectateurs au bout de 3 semaines, on aurait tous pu penser, et je pense qu'ils ont quand même été légèrement déçus, que le film aurait pu aller encore plus haut. Mais peut-être que cet article a finalement eu l'effet désiré par les journalistes qu'il avait écrits à l'époque. On va conclure avec ma critique personnelle de l'As des As. Oh, puis non. Ne lui dis rien, je lui dirai moi-même. Salut Gunther. Et merci. Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Pour moi, il y a clairement le Cornio, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs et Rabbi Jacob au sommet. Il y a ensuite, un tout petit peu en dessous, l'As des As, mais qui pour moi a l'envergure des 4 films que je viens de citer. Après, tu as Le Cerveau, dont on parlera un jour, mais qui pour moi, oh là là. Mais je l'ai pas revu depuis très longtemps, donc je vais lui laisser une deuxième chance et on en reparlera dans une vidéo dédiée. Et après, il y a tous les autres, La Soif de l'Or, Le Coup du Parapluie, La Carapate, etc., qui sont des films beaucoup plus moyens et beaucoup moins ambitieux. Et beaucoup moins personnels, surtout. L'As des As, c'est un grand houri, le dernier bon grand houri, et pour cause, on en a parlé, c'est parce qu'il sent le vécu. Il amène son cœur et ses tripes là-dedans. Et ça se ressent quasiment tout le temps. Le passage dans le train où ce petit garçon fait le tour des boxeurs et des aviateurs pour demander des autographes, ça a toujours été mon passage préféré dans le film et je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Je l'ai un peu plus compris en faisant mes recherches parce que ce petit garçon-là, c'est en grande partie Gérard Houry. Et ce qui fait que l'As des As est à la hauteur des films que j'ai cités, c'est que pour moi, le personnage de Bébel, qui sait tout faire en tant qu'acteur, qui sait jouer la corde sensible, qui sait également jouer un peu comme De Funès par moment, la mauvaise foi, au moment où Marie-France Pizier, qui s'appelle Gabrielle dans le film, fait son discours dans le bar, qui s'appelle l'As des As du coup d'ailleurs, le bar s'appelle comme ça, c'est peut-être pour ça que le film s'appelle comme ça d'ailleurs. Et ben au moment où Belmondo se retourne et qui dit « Je suis pas sûr d'avoir bien compris », et qui regarde le pauvre mec à côté qui a rien dit, « Qu'est-ce que t'as dit toi ?» Ça, De Funès dans Les Gendarmes, en tant que Cruchot, il aurait pu le faire, cette mauvaise foi de s'adresser à quelqu'un qui l'arrangeait bien, histoire de paraître agressif, sans oser affronter de front la nana qui l'intimide un petit peu. Mais indépendamment de la comparaison avec De Funès dans le sens où Belmondo pouvait aussi endosser un premier rôle dans un film comique à lui seul, il va au-delà parce qu'il a ce côté rebelle, ce côté un petit peu mauvais garçon, qui est très attachant, un peu maladroit. Et ça, il n'y a que Belmondo qui pouvait le faire tout en faisant ses propres cascades. C'est un personnage polyvalent, Jean-Paul Belmondo. Et je trouve que l'As des As, mis à part d'être le film de Belmondo qui a le plus marché au box-office, je trouve aussi que c'est son sommet dans son personnage, on va dire, un peu comique, parce qu'il faisait aussi des rôles plus dramatiques, que je ne compte pas aujourd'hui. Mais on va dire, en tant que rôle marquant, celui de l'As des As, il est dans le top 3 des personnages joués par Belmondo, si ce n'est le numéro 1. Vous refusez de vous battre? Bon, alors comme ça. Allez, on peut y aller maintenant. Et du coup, ce côté un peu impertinent et mauvais garçon, ça amène les scènes les plus cultes du film. La scène de la librairie, qui est absolument culte. Interdit en Allemagne ce livret. Tout en étant très inquiétante, parce que ce qui se passe dans cette librairie, c'est dramatique. La censure, l'interdiction d'avoir certains livres et d'en avoir d'autres. La scène va être complètement tournée en dérision, et c'est ça qui est génial dans les films comiques qui partent d'un sujet dramatique. Brecht, verboten! Hemingway, verboten! Freud, verboten! Hitler, verboten! Nein! C'est culte, mais le fond de la scène est tragique. Et les scènes comme ça s'enchaînent bien. La scène de la flamme olympique, où Belmondo essaie de s'échapper au SS en se mêlant à la foule, c'est très réussi. La scène dans l'hôtel où il doit cacher les Rosenblum dans toutes les chambres, c'est génial aussi. Le coup de l'orphelin sans défense. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Bon, bonsoir bonhomme. Toi, tu vas dormir chez Michelot, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi. L'amitié géniale entre le personnage du général Van Beckman que Belmondo rencontre dans la scène d'introduction du film à la guerre de 14-18 dans une bataille et qui sont restés très amis dans la vie 20 ans après, ce qui permet avec ce personnage de Van Beckman que ma mère trouve très mignon au passage, dédicace à ma maman, et bah ce personnage de Van Beckman permet de ne pas mettre tous les Allemands dans le même sac et même qu'il va avoir un rôle très important dans la fuite et sur le sort de cette famille Rosenblum, qu'il va vraiment beaucoup contribuer à aider. On ne peut pas abandonner cet enfant. Vous avez déjà sauté en parachute? Non, mais je peux essayer. Qu'est-ce que vous déconnez là? Je peux essayer, elle va se péter les deux jambes en plus. C'est cette relation entre cet Allemand prisonnier de son propre pays
pas heureux d'y être mais qui veut y rester par fidélité, et de ce Français très rebelle et incontrôlable et ingérable, mais qui l'aime profondément. Ça joue beaucoup dans le succès du film selon moi. La scène dans l'avion, il faut s'arrêter sur cette scène, un pur bijou du cinéma. La symbiose parfaite entre la musique de Vladimir Cosma, les paysages allemands qui sont assez jolis vus d'en haut, la tristesse de Simon et la joie quand il voit son héros arriver du ciel, littéralement. Cette scène est magnifique. C'est la plus belle scène qu'ait jamais tournée Gérard Houry. Elle se suit avec l'apprentissage de Simon au contact de Bébel, lui apprend à conduire, à dormir à la belle étoile. Tout ça, c'est magnifique, c'est crescendo, ça ne s'arrête pas. Et à la limite, ce que je reproche au film, c'est que le dernier quart qui se passe dans le chalet d'Hitler vire un petit peu au vaudeville bas de gamme, parce que c'est pas forcément très génial. Alors que le film se passait dehors, en extérieur, avec une certaine envergure, ça finit dans un petit huis clos qui est sympa parce qu'il y a la sœur d'Hitler, etc., qui essaie de séduire le général. C'est marrant, mais c'est pas à la hauteur du côté aventure que le film nous proposait pendant 1 heure pour se finir en simple comédie avec au final une petite poursuite en voiture rikiki, vraiment pas géniale, où Hitler finit dans une mare à canards. Ouais, ils avaient envie de foutre Hitler dans une mare à canards, mais je trouve que c'est pas à la hauteur du reste du film. Il manque quelque chose à la fin, mis à part les retrouvailles de l'autre côté de la frontière avec l'ourson qui est revenu. Cette image-là à la fin est géniale. Mais la séquence juste avant manque de punch, manque de quelque chose. Bien entendu, il y a 3 ou 4 touches de mauvais goût. La Houry Touch, avec notamment, on en avait parlé la dernière fois, mais la scène du dentier qui continue à parler tout seul en disant « à Hitler ». Mais je peux rajouter la scène du coucou qui fait le salut nazi. C'est pas génial. Le pantalon de Rosenblum dans la scène d'intro qui se prend dans la mitrailleuse qui fait que son pantalon se baisse. Loul. La pire blague du film, ce n'est pas drôle. Ça n'a jamais été drôle, ce genre de choses. Mais ça suffit pas à gâcher mon plaisir devant un si grand spectacle, le dernier grand spectacle proposé par Gérard Houry, qui va encore une fois mettre ses tripes et son histoire dans ce film-là. Avec un Bébel au sommet de son talent et de son charme, ça ne pouvait au final que marcher, même si jusqu'au dernier moment, comme le disait Gérard Houry et sa fille Danielle Thompson, tu ne peux vraiment jamais savoir si le public va répondre présent, bien que tu aies mis tout ce qu'il faut. Si le public ne décide de pas y aller, tu ne peux rien y faire. Et j'en sais aussi quelque chose. Une dernière petite anecdote sur le tournage. Figurez-vous que parmi les acteurs qui jouent les boxeurs, qui portent les mêmes noms et prénoms que les boxeurs de l'époque qui ont réellement été médaillés et qui sont joués du coup par des vrais boxeurs, il y en a quand même un qui est très étonnant, qu'on peut pas reconnaître en regardant le film parce qu'on le voit que quelques secondes, mais Florent Pagny, oui, Florent Pagny, joue un des boxeurs dans le film. Fallait que ce soit dit, j'ai trouvé ça complètement par hasard en regardant le casting jusqu'en bas, parce que je voulais savoir ce que la plupart étaient devenus, notamment l'acteur allemand qui jouait déjà dans La Grande Vadrouille, le commissaire, qui joue là du coup le chef des SS, et ben il n'avait pas rejoué depuis La Grande Vadrouille, depuis toutes ces années, et il est mort 2 ou 3 ans après le film malheureusement, j'ai été triste pour lui, je pensais que c'était un acteur allemand phare qui devait jouer dans plein de choses, parce que je le trouve excellent, et ben il a fait que très peu de choses finalement. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur L'As des As. Qu'est-ce que ce film représente pour vous? C'est un film culte pour beaucoup de gens. Quel est votre avis? Quel est votre ressenti? Encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou alors si vous ne savez pas quoi dire, contentez-vous de dire « Tu me dis de le faire moins fort, je le fais moins fort, ouais ». Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de la liker, de la partager, de faire tout ça en même temps, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.